cet ouvrage, vraisemblablement, il est arrangé énormément. L'islam Made in France. Je me retrouve là, je comprends rien. Et on me jette dans le car de police. À ce moment-là, il y a un inspecteur qui rentre dans le car et qui commence à me porter des coups. Donc je me lève. Depuis cette période-là, il m'est arrivé des choses extraordinaires. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, dans cette présente vidéo, comme son titre l'indique, nous allons évoquer une anecdote que durant mon parcours de prédicateur, de petit prédicateur de banlieue française, et depuis que j'ai décidé d'agir pour ma religion, de faire ce que Allah nous impose, sur nos moyens, sur nos possibilités, de ne pas me contenter de cet islam Made in France, c'est-à-dire la prière, le ramadan et le pèlerinage. Depuis cette période-là, il m'est arrivé des choses extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Aussi bien de l'extérieur venant de gens qui ont une fonction dans le système étatique, et aussi bien de l'intérieur, c'est-à-dire de musulmans. Ça fait une vingtaine d'années que aussi bien j'ai commencé par une association, j'ai commencé donc par des tracts, par des livres, par des sites, etc., etc. Donc j'ai toujours été dans le fait de parler de l'islam, d'appeler les musulmans à l'islam, etc., etc. Chose que je narre dans mon livre comme dans un film, comment j'en suis venu à tout ça. Et durant ce parcours, il m'est arrivé des choses extraordinaires. Donc, Inch'Allah, on va évoquer, lorsque j'aurai le temps, à des moments où cela sera possible, évoquer quelques anecdotes, hein, afin que certains se rendent compte que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on peut le penser. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je souligne à chaque fois l'importance de dénoncer ces prédicateurs. Puisque ces prédicateurs, qui sont Tariq Ramadan, etc., etc., ont un lien direct avec ce que les musulmans subissent. Il y a un lien absolument direct. Donc, quelque part, ce que subissent les musulmans, que ce soit en France et à l'étranger, ils en sont aussi responsables. Pour différentes raisons. On l'évoquera, Inch'Allah. Alors, dans cette vidéo, on va évoquer une anecdote qui m'est arrivée en mars, si ma mémoire est bonne, mars 98, si je ne me trompe pas dans les dates, en mars 98, d'une tentative d'assassinat. D'une tentative d'assassinat, je pèse mes mots et je vais vous raconter l'histoire exactement telle qu'elle s'est déroulée. Alors, vraisemblablement, on a essayé de m'éliminer et de faire passer ça pour une bavure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'avais un bureau qui était situé aux 6 rues du Mont-d'Urville, à La Garenne-Colombe. Dans ce bureau, j'avais donc mon siège de l'association, et je travaillais donc dans ce local. Un jour, je préparais la rédaction de mon livre « L'Islam Made in France ». Donc l'écriture a été lancée, etc. Donc la rédaction a commencé. J'en parlais au téléphone. Et vraisemblablement, j'étais sur écoute.
alors qu'il n'y avait pas d'enquête qui justifiait les écoutes téléphoniques. Puisqu'en enquête préliminaire, les écoutes sont autorisées, mais elles doivent être motivées par le JLD, et elles sont renouvelables une seule fois si ma mémoire est bonne, pour une durée limitée. Et en commission rogatoire, elles sont autorisées par le juge d'instruction, mais encore faudrait-il qu'il y ait une commission rogatoire. Or, on n'était ni en enquête préliminaire, ni en enquête saisie par un juge d'instruction, puisqu'il n'y avait rien. Il y avait strictement rien. Donc on n'était ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là. Mais il y avait quand même des écoutes. Donc vraisemblablement des écoutes sauvages, lesquelles ont appris à certains services que j'étais dans l'ambition, j'avais pour ambition de réaliser un ouvrage. Et cet ouvrage, vraisemblablement, les dérangeait énormément. L'islam Made in France. Alors un jour, je sortais de mon bureau, j'étais accompagné de mon grand frère, qui s'appelle Mohamed. On sortait de mon bureau, et il y avait la voiture qui était garée en face de mon bureau. Je pose mon cartable derrière, je monte dans le véhicule, mon frère Mohamed s'assoit à côté de moi, et on démarre, à partir du rue du Mont-Durville. Je prends donc la première à droite, en roulant tout à fait normalement, je reprends la première à droite, je continue tout droit, et je prends la grande avenue pour me rendre à Nanterre, dans la cité Berthelot. C'est là où mon grand frère habite. Arrivé sur l'avenue Jules Curie, donc je serre à l'extrême droite de l'avenue afin de prendre à droite. En tournant ma tête, je vois le frère Karim. Le frère Karim étant celui qu'on voit sur la vidéo avec qui je fais du sport. Il était accompagné de ma sœur, puisqu'à l'époque ils étaient mariés, et il l'accompagnait chez mes parents. Donc lui il était à l'extrême gauche, il tournait à gauche, il prenait l'avenue Pablo Picasso pour aller avenue Pablo Picasso pour déposer ma petite sœur. Donc moi j'étais à l'extrême droite. Et lorsque je tourne ma tête à gauche, je regarde Karim, je lui fais un sourire, il me fait un sourire, mais je ne sais pas pourquoi, je continue à tourner un petit peu ma tête un peu plus à gauche. Et lorsque je tourne un peu plus ma tête à gauche, je vois une voiture, une AX grise, dans laquelle il y avait environ 5 occupants. Donc le chauffeur à côté et au moins 2 personnes derrière. Et parmi les occupants, il y avait une femme. Alors, mon regard croise, si ma mémoire est bonne, le regard d'un des occupants, et il me semble que c'est celui de la femme. Ça m'a quelque peu intrigué, parce qu'ils étaient en retrait, et c'était pas justifié, et le regard m'a semblé pas... Il y avait quelque chose. Mais bon, j'avais rien fait, j'avais rien à me reprocher. Je suis dans mon véhicule, je rentrais chez moi, il était, je sais pas, 19h ou 20h. Bon, j'avais rien à me reprocher, je rentrais chez moi. Donc lui, au feu vert, il prend à gauche, moi je prends à droite, je roule, je rentre dans la cité Berthelot. Avant de le déposer, donc je me gare en bas et on discute, moi et lui. Donc on discute, je ne m'en souviens pas du temps exact, 15, 20 minutes, une demi-heure, en tout cas on discute. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc on discute, bon. Et il s'en va, il finit par partir pour rentrer chez lui. Donc je le salue, salam alaikum, bonne soirée, à demain inchallah. Je quitte la cité Berthelot et je me dirige en direction de la A86, en direction de Pontoise. Puisque à l'époque j'étais fiancé et ma fiancée habitait à Pontoise. Plus précisément à rue de Rouen, au 12 rue de Rouen. Donc je prends la direction de l'autoroute et au moment de prendre l'autoroute, il y a un virage. Il y a un virage pour prendre l'autoroute. J'avais rien remarqué de particulier. La seule chose que j'avais remarqué d'un peu bizarre, c'était la voiture, mais depuis, je ne l'ai plus vue, il n'y avait rien eu, etc. Donc, et j'avais rien à me reprocher. J'avais strictement rien à me reprocher, donc je ne faisais pas attention. J'étais titulaire du permis de conduire, ma voiture était en règle, j'avais rien d'illégal dans ma voiture, bon. Pourquoi faire attention? Donc je roule, et au moment de prendre au niveau de l'autoroute, il y a la X que j'avais vue à avenue Jules Curie, qui vient se mettre à mon côté. Donc je tourne comme ça, et la voiture vient se mettre à mon côté, et elle me fait des queues de poisson, mais elle ne me les fait pas devant, elle me les fait sur le côté, c'est-à-dire comme ça. Et je vois 5 têtes de blanc, 4 ou 5 têtes de blanc, voilà, d'un certain âge de blanc.
Alors moi, immédiatement, à quoi je pense? Je pense à des gens du Front National, en tout cas des racistes, qui m'ont boulé. C'est logique, parce qu'une voiture qui vient comme ça, avec des têtes de blanc, et qui me bouscule sans me toucher, et là, donc je me dis, voilà, moi directement, d'emblée, je pense à ça. Je pense à des racistes qui en veulent aux musulmans, qui en veulent, et comme j'écrivais des livres, etc., j'ai immédiatement pensé à ça. Donc j'accélère, et quand j'accélère, je les laisse derrière, donc j'accélère, et je les vois plus. À ce moment-là, je prends mon téléphone, et j'appelle le frère Karim en lui disant, il y a un problème, il y a une voiture, et je lui explique. Donc lui, il me conseille de faire demi-tour et de revenir. Alors moi, je roule, et je mets mon clignotant pour sortir à Pontoise. Et lorsque je mets mon clignotant pour sortir à Pontoise, je regarde dans le rétroviseur, et je vois une voiture qui fait comme moi, de loin. Qu'est-ce que je fais? Donc je laisse mon clignotant, et au dernier moment, j'enlève mon clignotant et je continue tout droit. À ce moment-là, la voiture ne sort pas, elle aussi. Elle continue tout droit. Donc je me suis dit, c'est encore derrière moi. Donc là, je continue à accélérer sur l'autoroute, donc je passe Pontoise, Cergy-Pontoise, etc. Et au moment où je peux faire demi-tour, je fais demi-tour. Donc je fais demi-tour, et je prends l'autoroute de l'autre côté pour revenir en direction de Nanterre, etc. Et au moment où j'arrive à la sortie de Gennevilliers, donc j'arrive au feu rouge, je m'arrête. J'attends le feu vert. À ce moment-là, une voiture arrive à vive allure et elle me coupe le chemin. Elle monte, je suis au feu rouge et elle me coupe le chemin comme ça. Qu'est-ce que je fais directement? J'accélère et je monte sur le trottoir. Comme c'était une voiture puissante, j'arrive à monter sur le trottoir. Et quand je monte sur le trottoir, je roule en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures qui arrivaient d'un côté et moi je roulais en sens inverse. Et je grille le feu rouge. Parce que là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Donc je grille le feu rouge et je roule et j'arrive au pont de Clichy. Lorsque j'arrive au pont de Clichy, j'arrive au feu rouge, et à ce moment-là, je vois un car de police. Donc je voulais aller voir les flics pour leur dire qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, il y a plusieurs voitures de police qui viennent. Il y a beaucoup de voitures de police qui viennent, et un policier m'attrape, il me jette par terre, etc., etc. Donc on me note, etc., et on me fait rentrer dans le car de police. Donc il y avait plusieurs voitures. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me retrouve là, je ne comprends rien. Et on me jette dans le car de police. À ce moment-là, il y a un inspecteur qui rentre dans le car et qui commence à me porter des coups. Donc je me lève pour me défendre, et il y avait ce qu'on appelle le képi, donc le policier en tenue, qui vient s'interposer en lui disant pas de ça, tu n'as pas à taper, voilà. Donc il l'arrête. Et ils avaient l'air très remontés. Bon, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc le car de police m'emmène, donc je demande où c'est qu'on m'emmène, il me dit à Nanterre. Et le flic me dit qu'est-ce que t'as fait? Et moi je dis mais j'ai rien fait, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et le flic me regarde, il me dit bon, arrête de me prendre pour un con. Vu l'acharnement, vu les coups qu'il t'a mis, t'as dû faire quelque chose de grave. Ben je dis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et il croyait que je mentais, alors qu'en vérité il se passait ce que je vous raconte. Donc on m'emmène à Nanterre. Et arrivé à Nanterre, on me fait monter dans les étages. Et là, je suis en face de 3 policiers, 3 inspecteurs, de la brigade des stupéfiants. Et c'était eux qui étaient dans la AX. C'était eux qui étaient dans la AX. À ce moment-là, je subis des humiliations, et on fouille mon cartable, et on commence à me menacer. En me disant, tu sais que on pourrait te faire des choses, on pourrait t'accuser de choses, etc. Et pourquoi tu ne vas pas faire ça dans ton pays? Hein, il paraît que ceci, il paraît que cela, etc., etc. Donc j'ai immédiatement compris qu'il parlait de mes activités religieuses. Donc je regarde, je dis, écoute, j'ai très bien compris le message. J'ai très bien compris le message. Donc il me fouille, etc., humiliation, etc. Et il me parle de la religion, pourquoi tu vas pas faire ça dans ton pays, etc. Donc j'ai compris le message. Ensuite, on m'emmène en bas dans la voiture pour fouiller la voiture. Donc j'assiste à la perquisition de la voiture, et à ce moment-là, l'inspecteur sort un morceau de shit de la voiture. Et il me dit, ça c'est quoi? Ben, je lui dis, ça c'est ce que tu viens de mettre dans la voiture. Et effectivement, il venait de le mettre dans la voiture, et il l'a mis pourquoi? Il l'a mis parce qu'il voulait venir perquisitionner. Et comme on était dans une infraction routière, et que la loi ne prévoit pas de perquisition pour ce genre d'infraction, il a mis un morceau de shit afin de justifier une perquisition. Parce que là, on n'était plus dans une infraction liée au code de la route, mais dans
dans une suspicion de trafic de drogue. Donc je lui dis, ça c'est ce que tu viens de mettre ici, c'est ce que tu viens de le mettre devant moi, c'est ce que toi qui l'as posé. Et donc voilà, donc ça ricane, bon, ça fait leur cinéma, et on m'emmène à mon bureau. On m'emmène à mon bureau. Et dans mon bureau, il y a les flics, il y a un des flics qui dit, ils ont laissé faire d'autres flics en costume. Il y avait des flics en costume, il y avait les stupes. Les flics en costume ont fouillé calmement, gentiment, minutieusement le local, papier, etc. Donc il s'agissait des RG ou un service comme ça. Et les autres flics, les stupes, attendaient. Et à la fin, quand ils ont terminé, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un flic qui a dit, maintenant on va faire la perquisition des stupes. Et là, ils ont commencé à prendre des choses, à les renverser, etc. etc. Donc perquisition, donc on retourne au commissariat et on passe devant le tribunal. Je passe devant le tribunal en comparution immédiate. Et là, au tribunal, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'histoire, c'était plus du tout la même. L'histoire, c'était plus du tout la même. Alors, comment ils l'ont remixé l'histoire? Ils ont dit qu'ils étaient en planque au commissariat à la cité Berthelot, et ils m'ont vu moi, dans la voiture. Et ils ont voulu me contrôler. Ils ont mis le brassard, le gyrophare, et ils ont voulu me contrôler. Et à ce moment-là, je me suis sauvé. Et donc, ils m'ont poursuivi. Et on était deux dans le véhicule, et à un moment donné, j'ai largué la deuxième personne. Et je continue avec la voiture. Et eux, ils ont continué à me poursuivre. Donc j'ai largué une deuxième personne. Ils ont continué à me poursuivre, donc je me suis sauvé, mise en danger de la vie d'autrui, etc., etc. Et après, ils m'ont interpellé. Voilà comment ils ont remixé l'affaire. Donc en fait, c'était un contrôle routier. Ils avaient mis le brassard, le gyrophare, ils ont voulu me contrôler normalement, et je me suis sauvé. Et j'ai largué une deuxième personne lors de cette fuite. Voilà comment ils ont remixé l'affaire. Et pour cette affaire-là, j'ai pris 10 mois de prison avec sursis. Et pour le morceau de cheat. Donc ils m'ont mis j'étais poursuivi pour ces faits-là, ils m'ont mis 10 mois avec sursis en comparution immédiate. Et normalement, j'aurais dû être incarcéré, mais comme l'avocat connaissait personnellement la juge, il lui a fait état d'un certain nombre de choses. Donc la juge a compris, vu un certain nombre d'éléments, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Alors, pourquoi cette affaire? Je vous parle de tentative d'assassinat. Parce qu'en réalité, lorsque on réfléchit sur cette histoire, lorsqu'on analyse cette histoire, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les policiers m'ont suivi à partir de mon bureau, comme je l'ai expliqué, et que je les avais remarqués dès l'avenue Gilot-Curie, mais ils étaient derrière moi depuis rue du Mont-d'Urville. Et à ce moment-là, à aucun moment, ils ont voulu me contrôler. Ils m'ont suivi, normalement, etc. Ils n'ont pas voulu me contrôler. Donc déjà, ils étaient derrière moi. Ils n'étaient pas là de façon fortuite, ils étaient derrière moi pour me suivre. Et depuis mon bureau. Ça, c'est le premier point. À aucun moment, ils ont voulu me contrôler. À aucun moment, ils m'ont arrêté pour me contrôler. Sinon, je me serais arrêté, il n'y a aucun problème. Mais à aucun moment, ils m'ont contrôlé. Et lorsque j'ai pris l'autoroute pour me sauver, ils sont venus devant moi, sans brassard, sans gyrophare, sans rien qui puisse les distinguer de leur qualité de policier, et ils m'ont fait peur en faisant des queues de poisson sur le côté de la voiture afin que je me sauve. Et le but de leur manœuvre, c'était de me faire peur pour que je me sauve, sans de présenter leur qualité. Et cette fuite-là leur a permis de lancer un appel radio que quelqu'un de dangereux, qui a refusé d'obtempérer, qui s'est sauvé, etc., et qu'il fallait interpeller. Et ça, normalement, en théorie, ça leur a permis de faire une bavure, c'est-à-dire de me tirer dessus, parce que je me suis sauvé et que j'étais dangereux, et donc de me tirer dessus. Donc en fait, ils ont voulu m'assassiner en maquillant cet assassinat par le fait qu'ils ont voulu me contrôler, que je me suis sauvé et que j'ai failli les écraser, etc., etc., et donc, c'est de la légitime défense. C'est la seule explication qu'on peut retenir. Pourquoi? Parce que, comment on peut expliquer pourquoi ils m'ont suivi à partir de mon bureau? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils se cachent et qu'ils me suivent à partir de mon bureau? Pourquoi? Parce qu'ils étaient là à partir de mon bureau. Donc pourquoi ils étaient cachés en attendant que je sorte de mon bureau? Première question, pourquoi?
Pour quelle raison? C'est pas leur travail. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est qu'à aucun moment, ils ont voulu me contrôler. À aucun moment, ils ont voulu me contrôler. Sinon, je me serais arrêté. Pourquoi? Et pourquoi ils m'ont fait des queues de poisson devant, sans vouloir m'arrêter et sans montrer leur qualité de policier? Parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté de faire peur à la personne pour qu'elle se sauve. Parce que si on fait peur à quelqu'un comme ça, il est bien évident qu'il va accélérer, qu'il va se sauver. Il ne va pas s'arrêter au milieu de la route face à 3, à 4 ou 5 personnes. Donc tout ça démontre clairement que c'était un coup prémédité et la manœuvre de cette intervention n'était pas de me contrôler et que je m'arrête, mais bien au contraire de me faire fuir. C'est évident. Et pourquoi me faire fuir? Quel est le but de vouloir me faire fuir? Pourquoi ils veulent que je me sauve? Parce que c'était le but de la manœuvre, c'était que je me sauve. Pourquoi voulaient-ils que je me sauve? Pourquoi? Simplement pour provoquer une bavure. Le but, c'était de provoquer une bavure. Malheureusement pour eux, et Dieu en a décidé autrement, c'est que la bavure a échoué. Voilà. Mais il ressort très clairement qu'on est face à une tentative d'assassinat. C'est évident. Et ensuite, bien après, dans un quotidien, donc le Parisien, on parlait de ces mêmes flics, les mêmes qui ont monté le coup contre moi, les mêmes. Et ils ont été mis en examen parce qu'ils faisaient des magouilles avec des magouilles de drogue. Et voilà, il y a des indices qui faisaient des magouilles, des dealers, etc. Ils n'étaient pas très clairs. Ils ont été mis en examen par un juge. Les mêmes flics. Donc, le fin mot de cette histoire, c'est quoi? Le fin mot de cette histoire, c'est que le livre que j'allais sortir dérangeait. Que un service qui s'occupe de la police politique les a contactés. A contacté ces flics-là, qui étaient corrompus, ripoux, etc. Et leur a demandé de faire ce boulot. Et ils ont fait ce boulot, afin d'essayer de m'éliminer. Voilà. Voilà l'histoire. Ça me semble... Sinon, pourquoi? Pourquoi se mettre en planque? Alors que c'est pas... Ils sont pas saisis ils sont pas sur une affaire, ni en préliminaire, ni en rogatoire, donc ils n'ont pas à se planquer pour surveiller quelqu'un. C'est interdit par la loi. Lorsqu'ils sont appelés à surveiller quelqu'un, c'est que cette affaire, cette personne est dans une enquête en cours, et on demande, c'est le procureur de la République ou c'est le juge d'instruction qui demande aux flics de se planquer, de surveiller la personne. Or, il y avait dans cette affaire ni procureur, ni juge d'instruction, donc c'était de leur propre initiative. Mais ce n'était pas à eux leur propre initiative, parce qu'eux sont dans les stupes. Donc ils ne sont pas dans le domaine politique, religieux. Donc c'est quelqu'un d'autre qui les a contactés pour faire ce travail-là. Donc ils sont mis en planque, alors qu'ils n'avaient pas le droit de se mettre en planque. Et la preuve qu'ils sont mis en planque, c'est que je les ai repérés, ils m'ont suivi. Lorsqu'ils m'ont suivi depuis rue du Mont-d'Urville et que je me suis garé dans la cité Berthelot, ils ne m'ont pas interpellé. Et ils étaient là, parce que je les avais vus bien avant. Donc ils étaient bien dans la cité Berthelot et qu'ils attendaient que je dépose mon frère. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ils étaient là. Ils attendaient. Ils sont pas venus me contrôler. Ils étaient là, ils attendaient. Donc ils me suivaient depuis rue du Mont-d'Urville. Et quand je suis parti et que j'ai commencé à prendre l'autoroute, ils sont venus. Ils sont mis à mon côté, sur le côté de la voiture, et m'ont fait des queues de poisson, quoi, avec leur véhicule, pour que je me sauve. Parce que, pourquoi ils font ça? Quel est le but de faire peur à un automobiliste? Si ils veulent que je m'arrête, c'est simple, ils mettent gyrophare, et ils l'auront fait à Nanterre, à avenue Jules-Curie, à Cité Berthelot, rue du Mont-d'Urville, ils l'auraient fait 1000 fois. Or, à aucun moment ils l'ont fait. Donc, le fait de faire cette manœuvre-là, c'est quoi le but de faire peur? C'était pas pour m'arrêter, parce qu'ils n'avaient pas envie de m'arrêter. Et pour arrêter quelqu'un, on fait pas ça.
On se met derrière lui, on met le gyrophare, ou on se met carrément, si on veut, faire le cow-boy devant lui. Mais on se met pas sur le côté, on sait qu'il va prendre la fuite. Parce qu'on se met sur le côté, la personne elle va réagir comment? Bah, elle va sauver. Donc il savait que cette action allait engendrer cette réaction. Et il voulait cette réaction. Il a voulu cette réaction, c'est évident. Et il a voulu pour provoquer une bavure. Voilà. Terminal, individu dangereux en fuite, on a essayé de l'interpeller, il n'a pas voulu obtempérer, il se met derrière vous, bavure, il vous tire dessus, ben c'est un accident. La personne, ils vont remixer l'histoire en disant que vous avez essayé de les écraser, etc., etc., alors qu'il n'en est rien. La preuve, ils ont complètement remixé l'histoire en disant à l'audience qu'ils ont essayé de me contrôler et que je me suis sauvé, que j'ai pas obtempéré, et qu'on était deux, que j'ai largué durant ma fuite la deuxième personne, et que j'avais du shit dans ma voiture. Voilà, voilà la version des faits. Et Dieu m'en soit témoin qu'elle est complètement mensongère, et que ce que je vous dis, Dieu m'en soit témoin que c'est authentique à 100%. Pas à 99%, à 100%. Et ça, c'est une mésaventure parmi tant d'autres. C'est une mésaventure parmi tant d'autres. Voilà. Voilà, lorsque on pratique son islam, et que même si on n'est pas en infraction par rapport à la loi, parce que ce livre-là, il tombe pas sous le coup de la loi, c'est pas un appel à la violence, c'est pas un appel à la haine, c'est pas un appel, c'est un appel à rien du tout, c'est un développement théologique qui n'est pas interdit par la loi. Comme ils ne peuvent pas l'interdire, ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas légalement agir, et que ça les dérange, ça dérange un certain pouvoir, ben ils font ça. Voilà. Donc voilà une anecdote de ma vie, et Inch'Allah, à l'occasion, on reparlera d'autres anecdotes, notamment en rapport avec les musulmans. Et avec les musulmans, c'est pas brillant du tout. Et très sincèrement, les blessures par rapport au coup que les koufars m'ont mis, elles sont cicatrisées. Pour moi, c'est entre guillemets, c'est normal. Entre guillemets, c'est de bonne guerre, même si c'est lâche, même si c'est pas prévu par le code pénal, même si ce qu'on veut, entre guillemets, c'est de bonne guerre, je dis bien entre guillemets, même si c'est extrêmement sale. Mais lorsque vos frères, à vous, soi-disant des musulmans, vous font des choses, et des choses sales, c'est blessant. Et là, c'est... voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté, frères et sœurs. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère, Inch'Allah, à très bientôt, afin d'évoquer d'autres sujets, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, شبت كالنار كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار والنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية كبت كالريح قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح